bonjour, merci d'être venu à cette nouvelle présentation de l'enquête annuelle Cercle des épargnants généralistes sur l'épargne et la retraite. C'est la 9e du nom, la 6e dirigée et organisée par Jérôme Jaffray. Donc on a un peu de recul sur tout ce qui est donc maintenant épargne et retraite. Comme chaque année, on essaie de suivre l'actualité. Donc on parlera non pas des cantonales ni de la présidentielle, encore que ça peut être intéressant et que Jérôme Jaffray pourrait répondre aux questions, mais on parlera de choses moins d'actualité depuis quelques jours, mais qui l'ont été ces derniers temps, qui sont donc la dépendance, la taxation du patrimoine et la retraite quelques mois après l'adoption de la réforme. On a donc testé ces trois thèmes sur donc, le panel habituel, pour voir comment les Français réagissaient par rapport à des thèmes d'actualité sur lesquels le gouvernement a pris ou entend prendre des dispositions législatives. Donc ça nous a paru intéressant. Les dernières, on avait fait la réforme 2010 et on avait eu un chiffre indiquant que les Français pensaient que le système allait faire faillite. Donc 4 mois ou 5 mois après la loi portant réforme des retraites de novembre 2010, c'est intéressant de savoir si ils avaient confiance dans le système ou s'ils pensaient que le système était toujours menacé. Et deuxièmement, est-ce qu'ils avaient accepté cette réforme? Et donc, c'est sur ce sujet que, entre autres, Jérôme Jaffray a posé plusieurs questions et sur lesquelles il va pouvoir aujourd'hui donc nous indiquer quelles sont les intentions, les attentes et les réponses des Français. Donc je vais lui laisser maintenant la parole. Bien, bonjour. D'abord, bonjour à vous tous et à vous toutes et merci d'être venus. Donc comme vient de le dire Philippe Crevel, l'enquête a eu lieu selon les modalités habituelles, c'est-à-dire que c'est un échantillon représentatif de la population française qui a été interrogée. 1005 personnes ont été interrogées, formant un échantillon représentatif de la population adulte française ont été interrogées. Ça a été mené par l'Institut CSA, donc sous l'égide du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique que je dirige. Ces personnes ont donc été interrogées les 21 et 22 février dernier sur des thèmes qui effectivement sont des thèmes d'actualité économique forte pour toute l'année 2011 et dans le prolongement de 2010. Nous faisions jusqu'à présent, comme le soulignait Philippe Crevel, surtout la retraite. On a un peu élargi les champs cette année, c'est-à-dire à la fois plus largement les questions d'épargne et les attitudes d'épargne, la dépendance et la réforme de l'ISF sont abordées pour élargir un petit peu le champ de nos réflexions. La crise économique, elle tient une place toujours très considérable dans l'esprit des Français et elle sous-tend les réponses et en particulier les comportements vis-à-vis de l'épargne. Ça reste assez profondément vrai, c'est-à-dire que nous sommes dans un contexte, et pour le coup on fait assez bien la jonction avec les résultats politiques de ces 2 dernières semaines, où crise économique et inquiétude sociale forment finalement l'arrière-plan de l'opinion publique et éventuellement même des comportements économiques ou politiques. Le premier enseignement, c'est que d'abord le financement des retraites reste une question forte, que ça n'apparaît pas réglé par la réforme de 2010 d'un coup de baguette magique. C'est intéressant. Et je dirais que ça se situe sur 2 plans. Une inquiétude personnelle dans la perspective de sa propre retraite et une inquiétude de financement sur le système des retraites. Ce sont les 2 premiers tableaux que nous vous soumettons. D'abord, notre question traditionnelle pour le coup et qui s'inscrit dans la longue durée, comme le soulignait Philippe, puisque c'est un baromètre et quand nous le pouvons, nous reprenons les mêmes questions pour essayer de situer l'opinion dans la durée. Évidemment, pour les questions de brûlante actualité, nous n'aurons pas ce recul. Vous, personnellement, quand vous pensez à votre retraite, êtes-vous confiant, inquiet, ni confiant, ni inquiet? Nous avons alors une montée de confiance, peut-on dire un petit peu. On passe quand même de 20 à 25%, mais la tendance dominante reste quand même à l'inquiétude, 57%, quand bien même on propose, ce qui est rarement le cas dans les enquêtes, la réponse ni confiant ni inquiet. C'est-à-dire quand on ne cherche pas à polariser les opinions,
entre uniquement deux pôles, on constate que l'inquiétude reste forte sur la perspective de sa propre retraite, malgré la réforme de 2010. Ce qui est intéressant dans le détail, je vous épargne tous ces tableaux, mais ce qui est intéressant, c'est que la montée de confiance et 5 points de confiance gagnés en un an, ce sont les catégories moyennes et supérieures qui le ressentent le plus. 10 points de progression chez les cadres et les professions intermédiaires, alors qu'en revanche, nous avons la stabilité parmi les employés et les ouvriers, c'est-à-dire que là, la confiance n'a pas progressé sur la perspective de leur propre retraite. Et au-delà donc de sa propre retraite, sur le système général, nous avons là posé une question nouvelle. Sur quel sujet, selon vous, faut-il en priorité assurer son financement pour les prochaines années, en proposant donc des thèmes très vastes, hein, retraite, assurance maladie, dépendance, aide au logement, complémentaire santé, RSA et aide sociale, allocation chômage. La retraite se détache incontestablement, très nettement au-dessus de tous les autres thèmes sur la question du financement. L'inquiétude sur le système même de retraite n'a pas été levée par la réforme de 2010. Ça reste quelque chose de présent, fortement dans l'esprit des gens. Et donc, c'est un élément qui sera présent dans la campagne même électorale de l'année qui vient pour les forces politiques. Ce qui est intéressant comme premier sujet cité, c'est que ça l'est finalement, quand on regarde les résultats dans le détail, ça l'est dès les tranches d'âge assez jeunes. Le financement des retraites est largement cité, par exemple, chez les 35-49 ans et même chez les 25-34 ans, en premier thème en question de financement du système des retraites. Hein. Fortement cité chez les ouvriers, 49% comme premier sujet, plus 11 points par rapport à la moyenne globale chez les ouvriers. En revanche, c'est cité à même niveau parmi les gens qui se classent à gauche, parmi les gens qui se classent à droite. C'est donc plus sociologique que politique comme problème cité. Sur le plan de l'épargne, la crise pousse davantage actuellement à l'épargne de précaution. Là, c'est intéressant parce que nous avons introduit cette question précisément avec la crise à partir de 2009. Est-ce que durant cette année, comptez-vous, nous sommes encore en février hein, quand nous posons la question aux interviewés, durant cette année, comptez-vous épargner davantage par précaution, puiser dans votre épargne pour soutenir votre consommation, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a à la fois ni besoin d'épargner davantage, ni besoin de puiser. Ce qui est frappant, là, c'est un vrai mouvement important vers d'abord le fait de devoir épargner davantage par précaution, c'est-à-dire ce sentiment est fort, ça ne veut pas forcément dire que les gens n'ont la capacité, absolument, mais en tout cas, c'est leur désir plus fort. En même temps, on a aussi une petite montée de puiser dans son épargne pour soutenir sa consommation. En d'autres termes, il y a une tension autour de l'utilisation de l'épargne beaucoup plus forte qu'en 2009 ou 2010 qui joue. Ce qui est intéressant dans le mouvement très fort, 12 points, de désir d'épargner davantage par précaution, c'est un mouvement qui est le même quel que soit le niveau de revenu des interviewés. Donc c'est donc un mouvement, je dirais, d'opinion, plus qu'un comportement lié à sa capacité propre par rapport, parce que normalement, le fait d'épargner davantage, on pourrait me dire assez logiquement que c'est lié aussi à une capacité de revenu qui organise une capacité d'épargne. En réalité, quand on regarde le mouvement de 2010 à 2011, en comparant les deux enquêtes du Cercle des épargnants, on s'aperçoit que c'est le même mouvement, quelle que soit la tranche de revenus, vers l'idée il faut épargner davantage par précaution. Donc, le sentiment en tout cas que les difficultés, loin de diminuer, vont s'accentuer. Et que si les difficultés vont s'accentuer, ben, il faut être prêt à être paré au coup dur, aux difficultés plus grandes encore. Il y a donc une tension, on le voit bien dans le deuxième tableau, parce que le deuxième tableau analyse la volonté d'une épargne par précaution selon la situation retraité actif, non retraité, inactif, non retraité. Le mouvement très fort est enregistré chez les actifs non retraités, c'est-à-dire que l'épargne de précaution, ce n'est pas une question majeure pour les retraités, au fond, et donc ça nuance aussi ce qu'on disait sur l'inquiétude du financement des retraites, elle n'est pas immédiate,
En revanche, il y a une tension sur l'épargne pour les actifs. Les actifs sont beaucoup plus soumis à une tension. Et en tout cas, je dirais qu'en cette année 2011, une des conclusions que je retire de notre enquête, certes des épargnants, c'est qu'il y a des tensions fortes autour de l'épargne, qui évidemment... Sur ce sujet, j'ajouterais juste un point. Vous avez dû voir en matière d'épargne, il y a eu donc l'INSEE qui a indiqué que le taux d'épargne des Français avait chuté donc fin 2010 par rapport au début de l'année 2010, et surtout sur l'épargne long terme. En revanche, l'aspect épargne de précaution reste fort. Ce qui a baissé, c'est l'épargne financière long terme. En revanche, les Français ont augmenté leur liquidité, donc l'argent placé à court terme, voire sur les comptes courants, ce qui d'ailleurs est lié également à ce qu'on verra plus tard sur les problèmes de taxation du patrimoine, mais également témoigne de cette tension sur le court terme et sur la nécessité d'augmentation de l'épargne de précaution. Alors, le sujet, nous avons posé des questions sur la réforme des retraites elle-même. D'abord, avec le recul, estimez-vous que le report de l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans était une mesure nécessaire ou pas nécessaire? Là, c'est un clivage extrêmement fort. L'approche nécessaire, pas nécessaire, elle avait donné 62% de réponses en ce sens dans notre enquête de l'année dernière, quand nous avions posé, avant la réforme, la question est-ce qu'une mesure de ce type est nécessaire. Il est vrai que nous avions mis à l'époque, sauf pour les métiers très pénibles, ce qui évidemment permettait à chacun de considérer que, sauf peut-être les journalistes, ils exerçaient un métier pénible, et les sondeurs, que je mettrais dans la même catégorie. Donc nous avons une situation qui montre que la réforme a été vécue assez douloureusement, puisqu'on est passé à ce clivage absolu sur le côté est-ce qu'elle était nécessaire ou pas nécessaire, et avec un clivage politique marqué, fort. Évidemment, on oppose là les sympathisants des partis de gauche aux sympathisants des partis de droite assez nettement là-dessus. Il y a donc quelque chose, mais alors je dirais que c'est d'autant plus mal vécu que ça paraît irréversible. Et le deuxième tableau est le plus spectaculaire certainement, c'est croyez-vous que si la gauche arrive au pouvoir en 2012, elle rétablira l'âge légal du départ à la retraite à 60 ans? Oui, elle le rétablira. Non, elle ne le rétablira pas. 27% seulement pour penser qu'elle le rétablira, 62% non. Et parmi les sympathisants de gauche, 35% seulement croient qu'elle le rétablira. Alors ce sera certainement plus complexe que la mesure simple, on rétablit, on ne rétablit pas. Mais en tout cas, les mesures douloureuses sont des mesures irréversibles. Dans ce domaine, il est très difficile d'espérer pouvoir vraiment revenir dessus. Et donc, ça a été, à la fois on comprend que ça soulève, si je peux me permettre un commentaire politique, finalement ça montre à la fois que Nicolas Sarkozy ne peut pas tellement bénéficier de la réforme des retraites de l'année dernière parce qu'elle a été vécue douloureusement, et que la gauche est atteinte dans sa crédibilité sur tout ce qu'elle dit sur la réforme des retraites pour l'année prochaine, pour la campagne présidentielle, parce que ou bien elle dit qu'elle ne rétablira pas et on lui en voudra, ou bien elle dit qu'elle rétablira et elle ne croira pas. Donc c'est une situation, alors évidemment la solution se trouvera dans, ça dépend des types de métiers, ça dépend des types de situations, etc. Mais enfin, on voit bien que c'est quelque chose qui est resté douloureusement dans la tête des Français. Le tableau, cela dit, du coup, l'effort pour préparer sa retraite reste un des moteurs de l'épargne. C'est la conclusion logique de tout ce que nous venons de dire. À partir du moment où reste l'inquiétude pour sa propre retraite, reste l'inquiétude pour le financement global des retraites, quand on pose la question « Qu'est-ce qui vous pousse à épargner ?» Question que nous avons posée déjà en 2010. Nous avons en tête le financement d'une aide à des membres de la famille, études des enfants, installation dans la vie, ces différents éléments. Ça, c'est très fort comme motivation, mais la préparation de la retraite reste quelque chose de très fort et même progresse entre 2010 et 2011. C'est-à-dire qu'il y a Philippe le soulignait dans ce qu'il disait tout à l'heure, il y a différents modes d'épargne. Il y a des épargnes de précaution à court terme, des épargnes de construction de long terme, ça n'est pas la même chose. Mais la préparation de la retraite reste un élément marquant. Et alors là, plus fortement cité, qu'est-ce qui vous pousse à épargner la préparation de la retraite parmi les catégories sociales supérieures,
Les cadres, par exemple, citent à 50% cet élément important dans ce qui vous pousse à épargner. C'est moins cité dans les catégories populaires, où la difficulté souvent par rapport à son niveau de revenu, c'est de construire précisément une épargne de long terme, de construction, et de dépasser la simple épargne de précaution immédiate. Du coup, effet aussi intéressant, nous avons posé alors là la question de très longue durée de notre baromètre sur personnellement épargnez-vous, avez-vous épargné en vue de financer votre retraite? Grande stabilité de la réponse, oui, et qui est un taux qui est vraiment installé, élevé, mais le vrai mouvement, c'est qu'on est passé à une montée de la réponse oui quand c'est possible, et non plus oui très régulièrement. Voilà, et ça n'est évidemment pas le même type de comportement par rapport à l'épargne, de pouvoir dire bon, ben, c'est par à-coup. C'est le réponse oui quand c'est possible, bas record n'a jamais été si élevé, et oui très régulièrement n'a jamais été aussi bas. Le 16%, ça n'est pas un petit mouvement. Avant la crise, nous étions à 21%, c'est le chiffre 2006-2008. Et on est passé à 19% en 2010 et 16% en 2011. C'est un des grands enseignements du sondage. Je pense que le côté capacité d'épargne retraite régulière se réduit au profit d'une épargne par à-coup. Et là, les chiffres également sont intéressants et significatifs, mais ils ne sont pas inattendus quand on regarde le mouvement par catégorie sociale entre 2010 et 2011. On voit que c'est évidemment surtout, enfin c'est intéressant, c'est surtout les catégories intermédiaires, les classes moyennes, où l'épargne régulière chute le plus. Hein, nous avons le oui quand c'est possible, plus 16 points par exemple chez les professions intermédiaires, quand nous avons un mouvement de 5 points d'une année sur l'autre. Donc on a bien, là aussi, on retrouve un peu ce qu'un certain nombre d'articles ont souligné sur les difficultés de classe moyenne, par rapport, là, pour le coup, à une épargne de long terme. Alors, on a testé, parce qu'on est ambitieux, on a déjà pensé à la prochaine réforme des retraites. Et nous avons voulu savoir, Philippe Crevel a insisté pour savoir ce qu'il en était sur ce thème, la fameuse réforme des retraites à la scandinave, comme on dit, c'est-à-dire la réforme systémique des retraites, qui, au fond, opposerait au système de l'ajustement progressif, comme on fait, de l'âge légal, de la durée de cotisation, qui sont nos deux variables habituelles en France, point final, un système dans lequel on intègre à la fois la carrière de chacun et l'espérance de vie de la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient. Triomphe. Triomphe du système à la scandinave, mais un triomphe qui n'est pas sans ambiguïté, à la vérité, mais malgré tout. Et vous savez que dans la dernière réforme des retraites, il était d'ailleurs dit que la prochaine fois, il faudrait envisager d'aller vers ce système. À partir de... Il faudrait regarder ce qu'une réforme systémique des retraites peut donner. Le gouvernement qui s'était refusé, la pression d'une partie du Parlement l'a admis, à partir de 2013, de réfléchir sur une éventuelle transformation du système, en prenant en compte l'espérance de vie, pour après 2020. Enfin, ce serait... Mais il a admis quand même. Voilà. Oui, donc en tout cas, effectivement, c'est une concession de fin de discussion parlementaire, mais qui ouvre la piste à ce que pourrait être, sur quoi pourrait porter une prochaine réforme des retraites. C'est un enjeu de l'élection présidentielle. Oui. Alors sur le plan politique, c'est intéressant parce que, alors que le clivage est absolument marqué, je l'ai souligné tout à l'heure, sur la réforme classique des retraites telle qu'elle s'est faite jusqu'à présent, celle-ci, au fond, le système qui permettrait, système à la scandinave, il est très soutenu à gauche, mais la droite n'y est pas hostile, les sympathisants de droite n'y sont pas hostiles, donc il part, je dirais, il jetterait les bases d'une discussion un peu plus apaisée, un peu plus ouverte. L'ambiguïté étant que chaque catégorie sociale peut sans doute espérer tirer bénéfice du système, ou presque. Et en particulier, c'est très net quand on regarde par catégorie sociale en tout cas, nous avons un consensus. Et le taux le plus fort, c'est chez les ouvriers et les employés pour souhaiter un système qui intègre l'espérance de vie de la catégorie socio-professionnelle, puisque chacun sait qu'elle est plus faible dans les catégories sociales populaires.
Donc il y a au fond l'idée, on pourra peut-être espérer tirer bénéfice, alors qu'en réalité, si on veut bien être lucide, il s'agira d'un partage de sacrifices et non pas d'une remise à plat qui avantagerait une catégorie plutôt qu'une autre. Mais c'est pour ça qu'il faudra accueillir avec prudence ces résultats. Je pense que ça jette l'idée pour ouvrir un débat futur sur une future réforme des retraites, il faut passer par une thématique de ce genre. En même temps, plus le débat avancera et plus la discussion fera apparaître qu'aucune catégorie n'est vraiment gagnante et qu'il y en a qui sont simplement un peu plus perdantes que d'autres. Ça n'est pas tout à fait la même chose dans la logique de la discussion. Pour avancer à la fois dans les résultats et dans l'âge de la vie, je vous propose de regarder maintenant la dépendance. La dépendance, nous avons, alors puisqu'elle fait maintenant partie d'abord des grands axes du gouvernement dans l'année qui vient, si tant est qu'il est encore de grands axes, mais je m'égare, eh bien, la réforme de la dépendance étant citée comme un grand axe, nous avons voulu savoir ce qu'il en était en regardant un petit peu l'avis de nos interviewés. Alors je reviens au tableau que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. Sur quel sujet, selon vous, faut-il en priorité assurer son financement? Nous avons introduit cette année la dépendance, du coup, évidemment. Alors, ça, c'est pas un résultat absolument massif, ce 19%. C'est quand même pas tout à fait négligeable dans la hiérarchie qui est établie, mais assez logiquement, et en tout cas c'est clair, c'est circonscrit actuellement comme préoccupation de financement aux retraités aux plus de 65 ans. Deuxième rang pour les plus de 65 ans, comme sujet de financement, la dépendance. 36% chez eux, 19% en moyenne globale. C'est-à-dire que c'est un sujet qui n'est pas encore transverse à toute la société, alors que les retraites, quand on pose la question des retraites, on ouvrait parfois de grands yeux quand je disais les 25-34 ans citent largement la question du financement des retraites, du système de financement des retraites global. On n'en est pas là pour la dépendance. Alors que le problème de financement de la dépendance est un problème lourd en perspective pour le financement de la société française qui pèsera à terme sur toutes les catégories et toutes les tranches d'âge. C'est plus nettement cité parmi les sympathisants de droite que parmi les sympathisants de gauche. Et dans personnellement, qu'est-ce qui vous pousse à épargner? Nous avons aussi une réponse dans laquelle derrière le financement d'une aide aux membres de la famille, la préparation de la retraite, la perspective d'une situation de dépendance dans la grande vieillesse est quelque chose de cité. Au fond, nous avons, pour le moment, je dirais, la perspective, nous avons deux étages du financement. La perspective de la retraite intéresse les actifs, mais à partir des tranches d'âge les plus jeunes actifs, 25 ans, 25-34 ans. La perspective du financement de la dépendance intéresse les retraités. Les retraités, au fond, il y a 4 âges de la vie, il n'y en a plus 3. C'est ce que nous dit l'enquête, mais la question du financement, c'est du 3e au 4e qu'elle se pose, elle n'est pas encore transverse à l'ensemble de la société. Comment financer la dépendance? C'était évidemment l'un des axes majeurs pour le cercle des épargnants, de savoir ce qu'il en était. On a donc soumis aux interviewés, selon vous, le financement de la dépendance, c'est-à-dire la prise en charge complète des personnes dans leur vie quotidienne, devrait-il reposer? Alors, d'abord, ce qui est hausse, alors ça, c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer devant les Français actuellement. Hausse de la CSG, hausse des cotisations sociales, non. C'est vraiment au dernier stade là-dessus, c'est-à-dire que c'est déjà les niveaux sont très élevés, les besoins sont considérables, donc il faut trouver autre chose pour financer la dépendance. Le thème du prélèvement sur le montant de la succession correspondant aux dépenses engagées par la collectivité ne fait pas recette vraiment. D'abord, il aurait pu faire davantage recette, parce que tous ceux qui finalement ne laissent rien à leurs descendants auraient pu joyeusement, et qui sont quand même la grande majorité des Français, il faut bien le dire, pratiquement rien, auraient pu répondre joyeusement, il n'y a qu'à prendre dessus. Non, ça reste quand même à un niveau très faible. La suppression d'une journée de RTT avec majoration de la contribution de solidarité autonomie, là, depuis la journée Raffarin, disons que là, la journée de RTT, elle n'est pas restée comme un des grands souvenirs
manifestement qui ont marqué la population française, et on sait bien que finalement ça ne se révèle pas suffisant. Et donc c'est le système assurantiel qui finalement est largement cité, avec un vrai clivage et qui n'est pas clair. Je regrette, mais ce sera pour notre enquête 2012, si on poursuit sur ce thème, qu'on n'ait pas plus creusé entre le volontaire et l'obligatoire. Nous avons proposé donc un système d'assurance volontaire avec une aide pour les plus modestes, avons-nous quand même précisé, ou un système d'assurance obligatoire avec une aide toujours pour les plus modestes. C'est assez partagé, comme vous pouvez le voir, et d'ailleurs, quand on regarde ce type de clivage, sociologiquement, c'est assez paradoxal, parce que j'aurais pensé que les catégories supérieures se seraient prononcées pour un système obligatoire et les catégories populaires pour un système volontaire. Alors d'abord, tout le monde est partagé dans les deux réponses, mais en réalité, les catégories supérieures plaident pour le volontaire et les catégories populaires un peu plus pour le système obligatoire. Donc là, le clivage n'est pas exactement là où on pouvait l'attendre. Mais enfin, c'est une des grandes questions. Il y a deux grandes questions. Est-ce que c'est volontaire ou obligatoire? Et qui gère ce système d'assurance? Gauche et droite, j'ai regardé les réponses des sympathisants de gauche et droite. Il n'y a pas de clivage marqué entre un système volontaire ou un système obligatoire. Ils sont un peu plus et à gauche et à droite pour un système volontaire. Enfin, le système volontaire, il risque de laisser beaucoup de gens en dehors du champ d'application et au premier chef, ceux qui en ont le plus besoin. Donc le débat là, public, risque malgré tout de faire vite apparaître qu'il est très très difficile d'aller vers un système qui ne serait qu'un système volontaire. En tout cas, c'est le système assurantiel est préféré de loin, et par exemple à des hypothèses de 5e branche de la sécurité sociale qui apparaissaient à travers la hausse des cotisations sociales ou des choses comme ça, puisque là, ça pèserait très directement sur les salaires et sur les entreprises et leur compétitivité. Malgré tout, ce type de discours et de réflexion a pénétré auprès des Français. Comment financer sa dépendance? Nous avons voulu aller plus loin également et dans une question très directement cercle des épargnants, là, c'est-à-dire soit la souscription d'une assurance volontaire, soit la conversion d'un contrat d'assurance vie ou d'un PERP en assurance dépendance, deux hypothèses envisagées. Alors sur ce genre de résultat, prudence sur le oui. Le oui traduit un phénomène d'opinion, mais la réponse d'être prêt à faire quelque chose, c'est oui certainement. Parce que évidemment, ça ne coûte rien de répondre oui dans une enquête par sondage, il faut davantage y réfléchir. Donc le oui certainement par expérience est plus significatif. Mais ce n'est pas des chiffres négligeables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une personne sur 5 qui déclare être prête à souscrire une assurance volontaire, plus élevée parmi les catégories sociales supérieures, bien sûr, que des catégories populaires, plus élevé parmi ceux qui épargnent déjà que parmi ceux qui ne le font pas, mais c'est un pourcentage important. Et la conversion d'un contrat d'assurance vie, classique ou d'un PERP également, c'est pas négligeable. Là, ce serait au fond la dépendance au détriment de l'héritage, mais c'est quand même une partie des choix d'allocation financière qui se posent. On a 19% de gens certainement prêts à accepter ce type de transformation. Et parmi ceux qui ont un contrat d'assurance vie, parce que vous me direz, c'est surtout chez eux évidemment que la réponse est intéressante, 24%, une personne sur 4 ayant un contrat d'assurance vie pourrait accepter de le convertir, enfin, en possibilité d'assurance dépendance. Évidemment, je suppose qu'il y aurait le choix. Enfin, s'il n'a pas fonctionné comme contrat d'assurance dépendance, on peut espérer que les assureurs quand même maintiendrait son droit à être assurance vie. Je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, on peut l'espérer à tout le monde. Et ceux qui ont un PERP, 23%. Donc c'est intéressant, une personne sur 4 serait prête à envisager qu'il ait au fond une multifonction, assurance vie, assurance dépendance. Dernier aspect, et puis évidemment nous serons à votre disposition, Philippe et moi, pour répondre à vos questions, la fiscalité du patrimoine. Là, je dirais, les Français ont les idées claires. Hein. C'est, il faut supprimer le bouclier fiscal et il ne faut pas supprimer totalement l'ISF. Voilà, il y a deux choses qui sont parfaitement nettes. Alors, avec la surprise, qui est par exemple
première colonne sur la suppression du bouclier fiscal, plus demandé à droite encore qu'à gauche. 72% des sympathisants de droite demandent la suppression du bouclier fiscal, 60% des sympathisants de gauche. Réellement, il y a une épine là qui doit être retirée assez rapidement. Sur la suppression de l'ISF, là, on retrouve davantage nos lignes de partage entre la gauche et la droite, mais vous avez quand même 68% des sympathisants de droite hostiles à la suppression complète de l'ISF. Donc ça, je dirais que ça définit, en tout cas en termes d'opinion publique, une ligne assez cohérente et assez simple. Est-ce qu'elle sera mise en application? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, elle paraît assez claire. S'il y a, alors question plus modeste, s'il y a un allègement de l'ISF, qui pour le coup est très sérieusement envisagé dans la réforme préparée pour 2011, à quoi va la préférence du public et de quoi ne veut-il pas absolument? Alors ce qu'on voit très nettement comme réponse, c'est porter le taux maximum de l'impôt sur le revenu pour les très hauts revenus à 45% au lieu de 41% actuellement. J'avoue que nous avons laissé une ambiguïté. Qu'est-ce que c'est que la notion de très haut revenu exactement? Par définition, c'est plus haut que le mien, je dirais, en termes d'opinion publique. Chacun peut considérer donc qu'on relève le plafond jusqu'au PDG du CAC 40. Bon, mais enfin, malgré tout, ça ne choquerait pas, je dirais, parce que c'est envisagé parfois qu'à partir du seuil de 200 000 € de revenus annuels, ça a été cité par exemple par François Baroin, le ministre du Budget, à plusieurs reprises, car c'était une ligne qu'il défendait plus tôt, à partir de 200 000 € de revenus annuels, il puisse y avoir ce relèvement de l'impôt sur le revenu de 41 à 45%, et que ce relèvement apporterait d'ailleurs des sommes assez conséquentes pour compenser un éventuel allègement de l'ISF. Les plus-values immobilières sur la vente des résidences principales, quand leur valeur est supérieure à 1,2 million d'euros, proposition du rapport Chartier, quand il a travaillé à l'UMP sur cette question de la réforme de l'ISF, ne fait pas un score totalement négligeable, même si ça ne suscite pas un enthousiasme extrême, et deux mesures sont totalement rejetées. Alors là, il ne faut pas rigoler, je dirais, c'est le taux d'imposition sur la vente des actions ou l'alourdissement de fiscalité sur les contrats d'assurance vie. Là, on ne touche pas à ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on n'échange pas un allègement de l'impôt sur la fortune contre une taxation qui finalement serait beaucoup plus large et qui toucherait beaucoup plus de Français. Voici les conclusions, et là, je laisse à Philippe le soin peut-être de nous les lire. Avant tu t'arrêtes. Bon. Oui, je m'arrête. Bon, donc, sur les conclusions, un, c'est le fait que on voit que sur les comportements d'épargne, les Français ont plutôt une tendance aujourd'hui à se rabattre sur l'épargne de précaution. Néanmoins, on a testé également sur les placements préférés, il n'y a pas de réel changement. L'immobilier reste en tête, et encore plus en tête du fait de la situation, on va dire, du marché. Donc avec un engouement classique en France, lorsque les prix montent, les Français privilégient le placement qui monte au détriment de placements qui pourraient être plus compétitifs à moyen ou long terme. Donc l'immobilier, aujourd'hui, est plutôt évidemment un placement privilégié. En 2 et en 3, on trouve classiquement l'assurance vie et le livret A. Donc là-dessus, on ne voit pas de réelle modification sur les placements privilégiés, simplement une tendance évidemment au court terme, donc une remontée du livret A et l'immobilier qui bénéficie, on va dire, d'un effet donc valorisation depuis la sortie de la crise. Sur l'assurance vie, comme il a été dit, il y a plutôt donc une volonté de maintenir en état la législation, ce qui est assez logique dans le sens où c'est un produit qui est extrêmement diffusé. 42% des ménages ont un contrat d'assurance vie, donc toucher à un contrat d'assurance vie, évidemment, il n'y a pas un consensus sur le sujet, loin de là, même si le sujet qui a été évoqué, c'était pour les plus gros contrats. Là, il y a la crainte de se dire, est-ce que ce sera réellement les gros contrats ou tous les contrats qui seront modifiés, sachant que les dernières réformes fiscales sur l'assurance vie ont plutôt impacté tous les contrats, comme
la fiscalisation, plutôt l'assujettissement aux prélèvements sociaux des fonds euros, des contrats multisupports. Sur la réforme des retraites, on constate, comme l'a dit Jérôme Jaffray, que la réforme a du mal à passer, que la pédagogie qui avait été engagée en 2010 s'est un peu essoufflée et qu'aujourd'hui il y a un petit peu une crispation sur le sujet, avec néanmoins un espoir, c'est le côté réforme systémique qui est prévu dans la loi, comme j'ai dit tout à l'heure, de 2010, qui pourra être un des enjeux de l'élection présidentielle. On voit bien qu'il y a des... D'ailleurs, c'est à la fois une proposition qui a été soulevée, mise en avant par le Sénat, par la Commission des affaires sociales du Sénat, également par le Parti socialiste, qui est repris également par une partie de la majorité à travers le nouveau centre. Donc on voit que ça dépasse les clivages politiques, et donc ça peut être un des enjeux de l'élection présidentielle, si tout n'est pas focalisé sur les problèmes de sécurité et d'immigration. Sur la dépendance, on constate donc, ce n'est pas une priorité fondamentale pour l'opinion publique. Et d'ailleurs, on voit que le débat aujourd'hui n'attire pas les grandes foules et que c'est, à mon avis, quelque chose qui a été surestimé au niveau de l'opinion publique et deuxièmement, même au niveau du coût de la dépendance. On voit bien, hier, il y avait un colloque au Sénat. Premièrement, on entre de plus en plus tard dans la dépendance en fonction de l'allongement de l'espérance de vie. L'entrée dans la dépendance s'effectue de plus en plus tard, on vit de mieux en mieux, et donc les échéances reculent d'autant. Le coût budgétaire de la dépendance, c'est 1% de PIB supplémentaire à l'horizon de 2050, au plus. On est loin des enjeux sur la retraite. Donc on voit bien que, et dans le sondage, cela est un peu indiqué, certes, c'est un problème pour ceux qui sont, on va dire, de plus de 65 ans, qui sont directement concernés. En revanche, pour l'opinion publique, c'est un risque qui demeure assez lointain et qui n'est pas quelque chose de fondamental. Sur le financement de la dépendance, pas d'impôt nouveau, c'est pas surprenant, c'est assez normal. De ce fait, plutôt une solution assurantielle à définir, volontaire, obligatoire, sachant que, évidemment, si on est sur un système volontaire, il y a un problème. Quels sont les risques qui sont couverts, qui est couvert et pour quel coût, avec des problèmes de mauvais risques qui pourraient être pris en charge et avec donc des problèmes de financement, tant pour les assurés que pour les compagnies d'assurance qui mettraient en place ce genre de produit. Sur la taxation du patrimoine, on voit bien que sur l'ISF, les scores sont assez logiques. Je dirais que le bouclier fiscal ISF, il y a 16 000 personnes qui sont concernées par le bouclier fiscal. Il y en a 550 000 pour l'ISF. Donc évidemment qu'il y a une grande majorité de Français qui souhaitent, la suppression du bouclier fiscal, qui n'a pas du tout été compris. Alors que on pourrait dire qu'en Allemagne, il y a un bouclier fiscal, mais qui ne s'appelle pas bouclier fiscal. C'est la règle de du Conseil, de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui indique pas plus de 50% de prélèvement donc en Allemagne, idée qui avait été reprise donc par Nicolas Sarkozy, mais qui a été complètement incomprise par l'opinion publique. Donc là, logique dans la demande de suppression du bouclier. Sur l'ISF, c'est un symbole, et le sondage témoigne bien que c'est un symbole assez fort. Sur les compensations pour une éventuelle baisse de l'ISF, impôt sur le revenu plus que les autres solutions, là pareil, l'impôt sur le revenu taux marginal, 350 000 redevables paient au taux marginal. Donc évidemment, la très grande majorité des Français ne sont pas concernés par un relèvement éventuel de ce taux marginal de 41 à 45%. Donc je dirais que c'est assez logique comme solution admise par le plus grand nombre. On a parlé de 200 000 euros, 250 000 euros. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a un taux de 45% pour les revenus qui dépassent 250 000 euros. Alors en termes de rendement, le rendement certes n'est pas négligeable. On serait autour de 800 millions à 1 milliard, enfin, je pense plutôt 800 millions d'euros, parce qu'en fait, avec les systèmes de quotient familial, les gains sur les points marginaux sont relativement faibles. Le point marginal décidé en cadre de la réforme des retraites et qui rapporte à peu près 500 millions d'euros. Donc on est quand même sur des choses qui sont certes
pas négligeable, à peu près 1 milliard, mais qui ne permettrait pas de supprimer l'ISF, par exemple. C'est simplement un des moyens, par exemple, pour exonérer la résidence principale ou pour supprimer éventuellement la première tranche de l'impôt sur la fortune. Donc voilà un petit peu les conclusions sur ce sondage 2011, et bien évidemment, on est à votre disposition pour toute question sur ce sujet.